Alors, mes chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir un autre embranchement qui fait partie du règne animal. Donc, nous allons voir l'embranchement des mollusques. Donc, dans mollusques, vous avez quelque chose de mou, c'est-à-dire que leur corps, il est mou, donc d'où le nom de mollusque. Comme exemple que nous connaissons, nous avons essentiellement l'escargot, nous avons la moule, nous avons les céphalopodes tels que sépia, ou le calmar, et nous avons bien sûr les bivalves. Donc, je répète, pour l'embranchement des mollusques, généralement, ce sont des animaux qui sont pluricellulaires, donc ce sont des métazoaires, qui sont des triploblastiques, célomates, bien sûr, étant donné que nous avons la présence d'un cellome. Alors, dans le corps, il est mou, donc d'où le nom de mollusque, je répète. Donc, leur corps, il n'est pas segmenté. Donc, on ne voit pas la segmentation, du moins, sur leur corps. Mais, généralement, le corps, il est protégé par une coquille. Alors, cette coquille, elle est calcaire et elle est très diversifiée chez les mollusques. D'ailleurs, on peut voir sur nos plages-là la présence de cette coquille-là qui se trouve à l'intérieur des sépias. Donc, on les trouve chez les céphalopodes. On peut avoir une coquille spiralée qui est univalve, donc chez, par exemple, l'escargot. Et on peut avoir deux coquilles, donc d'où le nom de bivalve, donc deux coquilles qui cachent le corps de cet animal qui est mou. Donc le corps, il est subdivisé en trois parties. Donc je vais prendre l'exemple essentiellement de l'escargot que nous connaissons tous. Alors la tête, généralement, se trouve vers la région antérieure. Elle porte bien sûr la bouche, donc qui se trouve à ce niveau-là, et elle porte également les principaux organes sensoriels que nous allons voir tout à l'heure. Donc ces cornes, on dit que les cornes de l'escargot, mais on va voir que représentent ces cornes. De même, pour les céphalopodes tels que sépia, nous avons la tête qui est très développée à ce niveau-là. Ensuite, on trouve le pied. Le pied, par exemple, chez l'escargot, il est ventral et il est musculeux. Donc, il est constitué par une sole de réaptation. Ça permet à l'animal de se déplacer. C'est pour ça que le muscle, il est très développé à ce niveau-là, au niveau du pied. Et bien sûr, le pied synthétise une substance gluante qui permet à l'animal de glisser sur les supports pour se déplacer. Par contre, si je reviens à l'autre diapositive, pour les céphalopodes, regardez le pied, il est subdivisé en plusieurs bras. Donc, il se trouve au niveau qui entoure en quelque sorte la tête. Nous avons, la dernière chose que nous allons voir, c'est la masse viscérale, ou c'est la troisième partie en quelque sorte qui forme le corps des mollusques. Nous avons la masse viscérale. Donc comme son nom l'indique, viscérale, c'est-à-dire que elle va contenir essentiellement les viscères. Les viscères, ce sont les organes. Elle est dorsale, par exemple, chez l'escargot. Donc, et c'est elle qui est cachée par la coquille. On peut la voir également chez les bivalves. Donc, si on ouvre, si vous voulez, cette huître-là, donc on ouvre les deux valves, on va voir bien sûr cette masse viscérale qui se trouve au niveau de cette région. Elle contient essentiellement les organes. Nous avons également le manteau. Le manteau, c'est un repli tegumentaire, donc qui est périphérique, d'accord, et généralement il est dorsal. Alors, il délimite une cavité paléale qui contient généralement les branchies et
cette cavité contient également les orifices, l'orifice anal, les orifices excréteurs et les orifices génitaux. Donc voilà au niveau de cette cavité paléale. Alors le manteau, c'est lui qui intervient dans la fabrication de la coquille. Alors cette coquille intervient dans la protection de l'animal et elle constitue un support tel que le cas de la coquille que l'on trouve chez, bien sûr, les céphalopodes. Alors, la coquille, généralement, elle contient 3 couches. Alors, nous avons le périostracum, la couche prismatique et la couche du nacre. Alors, pourquoi je détaille la structure de la coquille? Parce qu'elle est très intéressante de connaître cette structure essentiellement chez l'huître perlière. Alors, comme leur nom l'indique, huître perlière, qui intervient qui nous donne en quelque sorte les perles. Les perles, ces bijoux que nous aimons, qui sont très brillantes et qui sont valeureux. Comment se forme cette couche comment se forme cette perle? Donc on peut le voir ici et nous avons cette couche qui est nacrée qui présente cette couleur irisée que l'on rencontre chez bien sûr les perles. Alors lorsque il y a un grain de sable qui pénètre, qui gêne, si vous voulez, ce bivalve, cette huître. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à synthétiser du nacre à partir de cette zone nacrée, cette couche nacrée. Elle commence à entourer ce grain de sable avec du nacre et ça va former bien sûr par la suite avec les couches qui se forment tout autour de la perle. Donc on va finalement avoir une très belle perle avec des couleurs qui varient entre bien sûr le blanc, le noir et le rose. De même, donc nous consommons ces mollusques, donc on peut faire bien sûr des plats qui sont très appétissants avec les bivalves, on peut les faire également avec les céphalopodes et même avec bien sûr les gastéropodes tels que les escargots. Alors pour la morphologie interne, donc on va commencer par l'appareil digestif. Le tube digestif chez les mollusques, il est caractéristique. Il se caractérise essentiellement par la présence d'un stomodéum ou bulbe buccal. Le bulbe buccal, donc ou le stomodéum, il est muni essentiellement par un appareil masticateur. Alors cet appareil masticateur, si j'étudie la sèche, nous allons trouver des mâchoires. Lorsqu'on sépare les bras, si vous voulez, du calmar, on va trouver les mâchoires à l'intérieur. Donc en bec, ils ont la forme d'un bec de perroquet et on va trouver un organe qui est très intéressant qu'on appelle la radula. C'est l'organe que l'on trouve uniquement chez les mollusques. De quoi est formée cette radula? Donc cette radula, elle est formée par des dents sous la forme de rangées, chose que nous allons voir tout à l'heure, qui permettent à l'animal de brouter en quelque sorte les végétaux, de manger les végétaux ou les aliments qu'elle trouve, qu'elle va ingérer. Donc ça joue le rôle d'une râpe, ça permet si vous voulez, la trituration des aliments qu'elle va manger en premier. Donc voilà la structure, si vous voulez, de la radula. Nous avons plusieurs dents. Donc si on voit au fort grossissement, regardez, ce sont des dents qui sont des petites dents qui sont très très dures. Donc voilà, on peut les voir ici. Donc ce sont des dents radulaires. On peut les voir également sur cette photo prise avec un microscope électronique. Ça permet de triturer, de découper en quelque sorte les aliments en petits morceaux avant de passer donc au niveau de l'enterrant. Alors, qu'est-ce que c'est que l'enterrant? Donc, il comprend bien sûr l'esophage. Alors, l'esophage, il intervient dans le stockage et le broyage
des aliments. Donc, si vous voulez, le broyage, le premier se fait au niveau du bulbe buccal à l'aide des glandes salivaires, chose qu'on n'a pas vue encore chez les autres animaux tels que les annélides, qui sont des célomates. Donc après, si vous voulez, l'ésophage, nous allons trouver bien sûr, comme je vous ai dit, les glandes digestives. Et nous allons voir l'estomac, la présence de l'estomac à ce niveau-là, après l'esophage, l'estomac. Cet estomac-là qui peut être entouré par une glande très très intéressante qui comprend le foie et le pancréas, d'où la nomination de l'hépatopancréas qui est une glande bien sûr digestive. Et de l'estomac, donc, nous allons trouver l'intestin, donc on peut le voir ici, donc, et qui se termine vers la partie terminale et qui débouche à l'extérieur par l'anus, étant donné que le tube digestif, il est complet. Alors pour l'appareil circulatoire, cette fois-ci, il est ouvert, il n'est pas fermé. Alors qu'est-ce que c'est qu'un appareil circulatoire qui est ouvert? Donc généralement, pour l'appareil circulatoire chez les mollusques, il est caractérisé par la présence d'un cœur. Donc c'est une partie de ce vaisseau qui est contractile. Donc c'est ce qu'on observe ici, qui peut être formé par un ventricule et des oreillettes, une ou deux oreillettes. Et puis nous avons le sang qui va circuler vers l'avant par ces vaisseaux-là. Et pour que les organes soient irrigués, donc l'hémolymphe va passer dans des espaces interviscéraux qui entourent bien sûr les organes et entourant également le cœlome. Nous avons l'appareil respiratoire. Il est formé généralement de 4 branchies. On peut le voir à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc la respiration et les bronchiales. Les bronchies sont pectinées. On les appelle également les cténidies. Généralement, ils flottent au niveau de la cavité paléale et ils sont toujours en relation avec le cœur, avec bien sûr les échanges, pour qu'il y ait échange gazeux. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'il y a aussi une respiration qui est pulmonaire. Par exemple, chez l'escargot, nous avons la présence d'un poumon. C'est pas un poumon qui ressemble au nôtre, mais c'est une membrane qui est très irriguée, qui joue le rôle de poumon, qui permet bien sûr la pénétration ou les échanges gazeux. Alors, pour l'appareil excréteur, il est formé par, si vous voulez, une paire de reins. Ce sont, à vrai dire, des métanéphridies parce que ce sont des reins entre guillemets qui ne sont pas très différenciés, mais ce sont des métanéphridies qui permettent la collecte, en quelque sorte, on peut le voir même ici, la collecte des déchets liquides et qui peuvent être rejetés par l'orifice excréteur. Alors pour le système nerveux, il est caractérisé par la présence de 3 paires de ganglions. Ce qu'on observe ici sont des ganglions cérébroïdes, alors qui sont reliés entre eux par bien sûr un collier ou une commissure et des connectifs bien sûr nerveux. Alors la chaîne, nous avons une chaîne nerveuse ventrale. Elle porte également des ganglions et on peut trouver des paires de ganglions, donc en nombre variable selon les groupes et les espèces.
et on va trouver des ganglions qui sont intestinaux, donc qui innervent l'intestin, et viscéraux qui arrivent même au niveau, bien sûr, des viscères. Mais qui dit une chaîne nerveuse ventrale dit que ce sont des animaux qui sont hyponeuriens parce que la chaîne nerveuse également se trouve en dessous, bien sûr, du tube digestif. Alors, les organes sensoriels rencontrés chez les mollusques sont assez développés. On peut trouver des yeux à structure variable. Ils peuvent être très développés, c'est comme le cas des céphalopodes tels que Sepia ou le calmar. Donc, comme ils peuvent être portés par ces colonnes-là, comme ce qu'on observe chez l'escargot. On peut voir ce grain-là, ce sont les yeux. Nous avons les tentacules, c'est ce qu'on observe par exemple chez l'escargot, qui sont tactiques, qui interviennent dans le tact. On peut trouver également chez les mollusques des organes chémorécepteurs ou chimiorécepteurs qui jouent le rôle de nez pour ces espèces-là. Et nous avons les statocystes. Nous avons 2 statocystes qui interviennent dans l'équilibration de l'animal au cours de son déplacement. Alors pour la reproduction, alors là, généralement, ce sont des organismes qui sont gonocoriques, c'est-à-dire à sexe séparé. La femelle ou les femelles sont ovipares, c'est-à-dire elles pondent des œufs. Mais certaines espèces sont hermaphrodites. C'est le cas de l'escargot. L'escargot que nous consommons et que l'on trouve dans nos champs, donc se caractérise par la présence à la fois d'un appareil génital mâle et d'un appareil génital femelle. D'ailleurs, on peut voir sur le schéma là la présence d'un oviducte, d'une glande génitale, d'un réceptacle séminal, et on va trouver en même temps la présence d'un appareil génital également mâle. Donc nous avons les deux appareils sur un même individu. Alors pour la classification, donc parmi les classes des mollusques, on trouve les lamellibranches parce qu'il y a plus de 3 bien sûr classes ou de groupes zoologiques au niveau des mollusques, mais nous, ce que nous allons retenir, ce sont les plus importants, c'est la classe des lamellibranches. Pourquoi on les appelle lamellibranches? Parce qu'ils ont des branchies qui sont lamellaires, ou bien on les appelle également bivalves parce qu'ils se caractérisent par la présence de 2 valves au niveau de la coquille. Nous avons les gastéropodes. C'est tout ce qui est viscère, c'est la masse viscérale qui est portée par le pied, comme ce qu'on observe chez l'escargot. Et puis après, nous avons les céphalopodes. Céphalon, c'est tête, podos, c'est pied, c'est-à-dire que le pied qui est subdivisé en bras est porté par la tête, d'où le nom de céphalopode. Et c'est l'exemple de Sepia et du calmar. Alors, nous allons étudier les particularités biologiques essentiellement chez la classe des gastéropodes. Parce que les gastéropodes se distinguent des autres espèces de mollusques par la disparition de la symétrie bilatérale au profit d'un enroulement de la masse viscérale. Lorsqu'on va étudier, si vous voulez, la symétrie, on va pas avoir une symétrie qui est parfaite, mais on va avoir la disparition, par exemple, de certains branchies, de certaines oreillettes, et par conséquent, on va pas avoir une symétrie qui est parfaite. Alors pourquoi est-ce qu'on a la disparition de cette symétrie? De plus, donc nous avons la coquille qui est bien sûr spiralée. D'où vient cette spiralisation de la coquille? Alors pour les gastéropodes, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons une tête, la tête qui est bien individualisée. Nous avons
qui portent bien sûr les organes sensoriels tels que les yeux sous forme qui se placent au niveau de ces tentacules qui sont rétractiles. Nous avons le pied qui est musculeux également. Je vous ai dit qu'il sert bien sûr à se déplacer, au déplacement de l'animal, et la masse viscérale qui est cachée par cette coquille qui est généralement spiralée, chose que l'on voit dans nos plages. On voit que dès qu'on voit une coquille qui est spiralée, on sait que nous avons bien sûr on est en présence d'un gastéropode. Alors pourquoi y a-t-il cette déformation au niveau si vous voulez, du tube digestif? Pourquoi nous avons un seul rein? Pourquoi nous avons une seule oreillette? C'est au cours du développement lavaire, on observe la présence de 3 phénomènes qui sont caractéristiques de cette classe. Nous avons ce qu'on appelle la flexion endogastrique, nous avons la torsion, et puis après, nous avons la spiralisation. Tout ça se passe, je répète, lors du développement de la larve de ces organismes-là, qui est une larve également trochophore. Alors, qu'est-ce que c'est que cette flexion endogastrique? Alors, regardez au début la larve. Nous avons un tube digestif qui est rectiligne. Mais au cours du développement de la larve, on remarque qu'il y a une flexion. On dirait que la coquille qui commence à se développer va amener en quelque sorte l'orifice anal vers la région antérieure. Donc d'ailleurs on peut le voir sur, si vous voulez, sur la vue polaire. Nous avons le tube digestif qui est en rouge, qui est rectiligne, mais qui va subir, avec le développement de la coquille, de la masse viscérale, va subir, si vous voulez, une flexion, et nous avons un déplacement en quelque sorte de, bien sûr, l'anus vers la région antérieure. C'est ce qu'on appelle la flexion endogastrique. Alors, juste après, donc on va assister à une torsion qui va se faire. On va la voir essentiellement au niveau des cordons nerveux, et nous allons la voir même au niveau, si vous voulez, du tube digestif, parce que l'anus qui était vers la région droite ou vers la partie en quelque sorte ventrale de l'animal va se retrouver vers le haut, vers la région dorsale. Et on peut le voir également en vue, si vous voulez, polaire. Donc regardez, ou vue dorsale, nous avons l'anus qui était à ce niveau-là va se retrouver vers l'autre partie, et ainsi, si vous voulez, cette branchie qui était à ce niveau-là vers la région postérieure va se retrouver, surtout la branchie en quelque sorte gauche va se retrouver vers cette région-là, c'est la branchie droite qui va devenir une branchie gauche, donc il va subir une torsion, et d'ailleurs on va avoir un croisement des cordons nerveux. C'est ce qu'on appelle une torsion. Avec cette torsion, on peut avoir, puisque certaines branchies, cette branchie-là gauche, elle ne sera plus fonctionnelle, elle peut dégénérer, de même pour l'oreiller. C'est pour ça que on trouve chez certaines espèces une seule branchie et une seule oreillette. Et on peut avoir une détorsion chez certaines espèces. D'ailleurs, si vous voulez, les cordons nerveux ne restent plus croisés. Donc là, pour la fin, on va avoir la spiralisation. Donc la spiralisation, on va avoir un enroulement en quelque sorte de la coquille, de toute la masse en quelque sorte viscérale, et aussi, donc la masse viscérale va s'enrouler avec bien sûr la coquille, et on va avoir la perte de cette symétrie, parce que ces branchies-là ou bien l'oreillette ne seront plus fonctionnelles. Donc je vous remercie, mes chers étudiants, pour votre attention, et nous allons voir la semaine prochaine l'embranchement des arthropodes.